Le matin a commencé comme d'habitude. Mes os de 65 ans me faisaient mal en sortant du lit. Le réveil affichait 7 heures. Mon heure de lever habituelle depuis 40 ans que je travaillais à l'usine textile. Bien que retraité depuis 4 ans, mon corps refusait de s'adapter. Moi, Éléonore Fanton, veuve et mère célibataire qui avait consacré ma vie à mon fils unique, j'étais censée me préparer pour son mariage aujourd'hui. Damien, mon garçon que j'avais élevé seul après la mort de mon mari, Hervé, épousait une fille d'une famille plus riche, Olivia Beaulieu. Notre appartement dans le vieux quartier de Roubaix paraissait bien trop modeste comparé à la maison des parents d'Olivia. Je m'en rendais compte chaque fois que Damien amenait sa fiancée me rendre visite. Son regard, balayant le papier peint délavé et les vieux meubles, en disait plus long que les mots. Pour elle, je n'étais qu'une couturière sans éducation, indigne de leur nouveau cercle social. J'ai sorti ma plus belle robe de l'armoire, d'un bleu foncé, avec une petite broche qu'Hervé m'avait offerte avant que son cœur ne s'arrête de battre il y a 23 ans. En caressant le tissu de mes mains ridées, je me suis souvenu comment je cousais des robes pour les dames riches, rêvant d'en créer un jour une semblable pour moi. Mais l'argent allait toujours à mon fils, à son éducation, à ses vêtements, à ses loisirs. Un appel téléphonique a interrompu mes pensées. C'était Damien. « Maman, tu es prête ? Je passe te prendre dans 1 heure. » Sa voix semblait tendue, comme si me parler était un devoir plutôt qu'un plaisir. « Oui, mon chéri. Je suis presque prête, » ai-je répondu, essayant de paraître enjouée. « D'accord. Et maman ? » Il a hésité. « Olivia m'a demandé de te dire qu'il y aura des gens importants au mariage. Son père a invité ses partenaires d'affaires. » Je comprenais ce qui se cachait derrière ces mots. « Essaie de ne pas nous faire honte. Ne dis rien d'inutile. Sois discrète. »« Je comprends, Damien. Ne t'inquiète pas. » Après son appel, j'ai lentement fini de me préparer, appliquant un peu de maquillage, essayant d'avoir l'air présentable mais pas provocante. Olivia m'avait un jour laissé entendre que le rouge à lèvres vif était ridicule à mon âge. Depuis, je n'utilisais qu'un rose pâle. Quand Damien est arrivé, j'ai remarqué qu'il était nerveux. Mon fils avait toujours trouvé le temps de me serrer dans ses bras et de me demander comment s'était passée ma journée. Maintenant, il regardait sa montre comme si chaque minute passée avec moi était du temps perdu. « Tu es très beau aujourd'hui, » lui ai-je dit, en le regardant dans son élégant smoking. « Merci, » a-t-il souri avec raideur, en ouvrant la portière de sa nouvelle voiture, un cadeau des parents d'Olivia. « Maman, je voulais te parler du plan de table. » Mes mains ont involontairement serré mon sac à main. « Oui, mon chéri. Tu vois, il y aura des associés importants de la famille d'Olivia au banquet. On a pensé que tu serais plus à l'aise assise avec ma tante Marthe et son mari. Ils ont à peu près ton âge, vous aurez des choses à vous dire. » Marthe était la sœur d'Hervé, à qui nous parlions à peine. Elle m'avait toujours méprisée, pensant que son frère aurait pu trouver mieux qu'une simple ouvrière d'usine. « Bien sûr, Damien. Comme tu voudras, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Le trajet jusqu'à l'église fut tendu et silencieux. Damien serrait le volant et a tenté plusieurs fois de dire quelque chose. Mais finalement, il a juste allumé la radio. La cérémonie était magnifique. Olivia ressemblait à une princesse dans sa robe de créateur. Les parents de la mariée rayonnaient de fierté. J'étais assise au 2e rang, essayant de ne pas attirer l'attention. Après l'échange des vœux, je me suis approchée pour féliciter les jeunes mariés. Olivia a accepté froidement mes félicitations, me permettant à peine de la serrer dans mes bras. « Merci, Madame Fanton », a-t-elle dit sur le ton que l'on emploie habituellement avec le personnel de service. Damien a juste souri d'un air coupable, sans dire un mot pour me défendre. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi, mais j'ai continué à sourire. La salle de banquet était d'un luxe éblouissant. Lustre en cristal, arrangements floraux, champagne coûteux. On m'a installé à une table au fond avec Marthe et son mari Pierre, qui était déjà passablement ivre. Marthe a passé la plupart du temps à discuter avec les autres invités de la table du couple adorable que formaient Damien et Olivia, me jetant occasionnellement des regards condescendants. « Ton garçon a de la chance, Éléonore », a-t-elle dit pendant le dessert. « Une telle fille, d'une bonne famille. Hervé aurait été content. » Je n'ai rien dit, sachant qu'Hervé aurait voulu que son fils soit heureux, pas seulement bien marié. Mon mari ne s'était jamais intéressé à l'argent ou au statut. Le temps passait et j'étais assise, regardant les invités s'amuser. Damien et Olivia dansaient, acceptaient les félicitations et coupaient le gâteau. C'était comme si je n'existais pas.
Personne ne m'a invité à danser. Personne n'est venu me parler. J'étais une ombre dans cette célébration de la vie. À un moment donné, j'ai décidé de m'approcher des jeunes mariés. Peut-être m'avaient-ils simplement oublié dans l'agitation. Je me suis levée, j'ai ajusté ma robe et je me suis dirigée vers la table d'honneur. Olivia m'a remarqué la première. Son expression a changé instantanément et son sourire a disparu. « Madame Fanton », dit-elle assez fort pour que plusieurs tables voisines l'entendent. « Vous avez besoin de quelque chose. » « Je voulais juste vous féliciter à nouveau », ai-je répondu, sentant le sang me monter aux joues, « et peut-être prendre une photo avec vous et Damien. » Olivia a jeté un coup d'œil à son père, qui parlait à un homme d'allure distinguée non loin de nous. « Je crains que ce ne soit pas le bon moment, » dit-elle, sa voix devenant glaciale. « Mon père parle à des personnes importantes, et nous devons les rejoindre. » J'ai regardé Damien, m'attendant à ce qu'il me défende, mais il a juste baissé les yeux, coupable. « Je comprends, » ai-je dit doucement. « Alors peut-être plus tard. » Écoutez. Olivia baissa la voix, mais celle-ci était teintée d'une colère mal dissimulée. J'ai essayé d'être polie, mais vous ne comprenez pas l'allusion. Il y a certaines personnes ici. Vous ne cadrez pas. Olivia. Commença Damien avec hésitation, mais elle le coupa. Non, Damien. Il faut le dire. Ta mère doit comprendre où est sa place. Elle se tourna de nouveau vers moi, sa voix plus forte maintenant. Madame Fanton, s'il vous plaît, cessez de vous imposer. Vous êtes restée assez longtemps au mariage. Il est temps de partir. Plusieurs invités aux tables les plus proches se turent, observant la scène avec intérêt. Je ne comprends pas. Ma voix tremblait. Damien. Mon fils se tenait à côté d'Olivia, le visage déformé par l'embarras. Et la honte, honte de moi. Maman, peut-être que tu devrais vraiment rentrer, dit-il doucement. Tu as l'air fatigué. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon garçon, que j'avais élevé seul, enchaînant 2 emplois pour qu'il puisse avoir une bonne éducation, me rejetait maintenant. Très bien. La voix d'Olivia résonna de tension. Madame Fanton, je vais être directe. Sortez. Vous gâchez notre fête par votre présence. Plusieurs invités eurent un hoquet de surprise. Le père d'Olivia commença à se frayer un chemin à travers la foule vers nous, clairement préoccupé par ce qui se passait. J'ai regardé mon fils, attendant une réaction. Mais Damien a juste souri faiblement, comme s'il s'excusait non pas auprès de moi, mais auprès des invités pour cet incident désagréable. Mon cœur s'est serré. Quelque chose en moi s'est complètement brisé. Sans un mot, je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Personne ne m'a appelé. Personne n'a essayé de m'arrêter. La jeune serveuse à la porte m'a regardé avec sympathie et a dit doucement. « Je peux vous appeler un taxi, madame ?» Merci, ai-je répondu, en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. En attendant la voiture sur les marches du restaurant luxueux, j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé. À l'intérieur, je me sentais vide. Il n'y avait ni colère ni ressentiment, juste une douleur sourde et la prise de conscience que j'avais perdu mon fils. Peut-être l'avais-je perdu il y a longtemps, mais aujourd'hui, c'était devenu une évidence. Le taxi est arrivé 10 minutes plus tard. Le chauffeur, un homme âgé à peu près de mon âge, m'a regardé avec sympathie dans le rétroviseur. « Dure soirée ?» a-t-il demandé. « On peut dire ça », ai-je répondu. « Vous savez, ma fille s'est mariée l'année dernière aussi », a-t-il poursuivi, essayant apparemment de faire la conversation. « Elle appelle rarement maintenant. Elle dit qu'elle est occupée. » J'ai hoché la tête, incapable de dire un mot. Nous avons traversé les rues nocturnes de Roubaix, passant devant des quartiers que je connaissais depuis l'enfance. C'est ici que j'avais grandi, que j'avais épousé Hervé, que j'avais mis au monde et élevé Damien. Tant de souvenirs, tant d'années de ma vie. Le chauffeur s'est arrêté devant mon immeuble, un vieux bâtiment de 3 étages à la peinture écaillée. « Nous y sommes, madame. Ça fera 15 €. J'ai payé et j'ai lentement gravi les escaliers grinçants jusqu'au 2e étage où se trouvait mon appartement. Mes mains tremblaient en insérant la clé dans la serrure. Une fois à l'intérieur, je n'ai pas allumé les lumières. J'ai juste enlevé mes chaussures, jeté mon sac sur la table de l'entrée et suis allé dans le salon. Il y avait des photos sur le mur. Damien enfant, Damien adolescent, Damien à sa remise de diplôme, Damien avec son diplôme universitaire. Sur chacune d'elles, j'étais là, à ses côtés, une mère heureuse et fière. Chaque photo était un rappel des années que je lui avais données, des sacrifices que j'avais faits pour son bien-être.
Je me suis laissé tomber dans un vieux fauteuil et j'ai fermé les yeux. Dans le silence de l'appartement vide, les mots d'Olivia résonnaient de plus en plus fort. Sortez. Vous gâchez notre fête par votre présence. Et mon fils, debout à côté, souriant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis permis de pleurer. Pas des larmes silencieuses, mais des sanglots, comme un enfant qui a perdu la chose la plus précieuse au monde. J'ai pleuré pour ma vie, pour mes espoirs déçus, pour me retrouver complètement seule. Quand les larmes ont séché, un vide étrange est resté en moi. Et quelque part, au fond de ce vide, quelque chose de nouveau a commencé à émerger. Pas du ressentiment, pas de la colère, mais une froide détermination. J'ai soudain réalisé que ce mariage n'était pas la fin, mais le début. Le début de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Je me suis levée lentement, je suis allée au secrétaire et j'ai sorti une vieille boîte. Elle contenait des documents, des preuves de ma vie que personne n'avait pris la peine de connaître, des papiers dont même Damien ignorait l'existence. Tu penses que je ne suis personne, mon fils ? Ai-je pensé, en feuilletant les documents. Tu laisses ta femme m'humilier parce que tu as honte de moi ? Eh bien, tu vas bientôt découvrir qui je suis vraiment. Je n'allais pas me venger. Non, ce serait trop facile et indigne. J'allais lui donner une leçon. Une leçon sur le prix de la trahison et de l'ingratitude, et sur la vraie valeur de la famille qu'il avait si facilement rejetée pour de nouvelles relations et un nouveau statut. J'ai remis les documents dans la boîte, les verrouillés soigneusement et les remis à sa place. Une nuit blanche et beaucoup de planification m'attendaient. Mais maintenant, je devais rassembler mes forces. Demain, un nouveau chapitre de ma vie commencerait. Un chapitre dans lequel je ne serai plus une mère soumise, prête à tout endurer pour le bien de son fils. Le lendemain du mariage m'a accueilli avec un mal de tête et des yeux gonflés de larmes. Allongé dans mon lit, je fixais les fissures du plafond de l'appartement où j'avais vécu ces 30 dernières années. Ces fissures étaient comme les lignes de mon destin. Sinueuses, imprévisibles, se croisant parfois, divergeant d'autres fois. Dehors, Roubaix s'éveillait. J'entendais les klaxons, les voix des voisins se hâtant au travail, les aboiements des chiens. La vie continuait comme si la veille au soir avait été une journée normale, et non le moment où mon monde avait basculé. Je me suis levée lentement, grimaçant sous la douleur de mes articulations. Mon âge se faisait de plus en plus sentir, surtout le matin. J'ai longuement contemplé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Jadis, j'étais jeune, avec des cheveux bruns brillants et des yeux clairs. Maintenant, j'étais une femme âgée aux mèches grises et aux rides qui racontait l'histoire de ma vie. J'ai allumé la vieille bouilloire électrique, me suis assise à la table de la cuisine et me suis plongée dans mes souvenirs. Hervé Fanton était entré dans ma vie quand j'avais 22 ans. Il était mécanicien dans la même usine où je travaillais comme couturière. Il n'était pas beau, mais il avait des yeux bienveillants et des mains en or. Il m'a courtisée pendant 3 mois avant que j'accepte un rendez-vous. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés modestement en présence de quelques amis et parents. Je ne peux pas t'offrir la richesse, Éléonore, m'avait-il dit lors de notre nuit de noces. Mais je te jure que tu ne regretteras jamais ton choix. Et je ne l'ai pas regretté. Pas même quand nous devions nous serrer la ceinture. Pas même quand mes voisines se vantaient de leurs nouvelles robes et de leurs bijoux alors que je portais des vêtements de seconde main. Hervé m'avait donné quelque chose de plus précieux. Le respect et l'amour. Damien est né 3 ans après le mariage. L'accouchement a été difficile et le médecin a dit que je n'aurais jamais d'autres enfants. Hervé ne m'a pas fait le moindre reproche. Il m'a juste serré plus fort dans ses bras et a murmuré « Maintenant, nous aimerons notre fils pour 2. » Je me suis levée de table et je suis allée vers le vieux secrétaire hérité de ma grand-mère. Dans le tiroir du bas, sous une pile de vieilles lettres, se trouvait la boîte que j'avais sortie la nuit précédente. Je l'ai ouverte et j'ai de nouveau parcouru les documents. Hervé est mort d'une crise cardiaque quand Damien n'avait que 9 ans. Ce fut un coup terrible pour moi, mais j'avais encore plus peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mon fils. Mon salaire de couturière suffisait à peine pour une vie modeste. Mais Hervé, mon Hervé si prévoyant et attentionné, avait pris soin de nous-mêmes après sa mort. Il n'était pas riche, mais il avait mis de côté de petites sommes chaque mois. Et surtout, et ce fut une véritable révélation pour moi, il avait acheté des actions de l'usine textile où nous travaillions. C'était une petite participation, seulement 3%, mais c'était suffisant pour nous assurer un revenu complémentaire stable. Je n'en ai parlé à personne. J'ai décidé de garder l'argent pour les études de Damien. J'ai continué à travailler comme couturière, économisant chaque sou et prétendant que je joignais à peine les 2 bouts.
C'était devenu une habitude chez moi, paraître plus pauvre que je ne l'étais réellement. Quand Damien est entré à l'université, j'ai vendu notre petite maison et acheté cet appartement, plaçant la différence sur un compte d'épargne. Mon fils ne savait pas que ses études étaient payées non seulement par mes heures supplémentaires à l'usine, mais aussi par les dividendes de mes actions. Au fil des ans, la valeur des actions a augmenté. L'usine s'est agrandie, a ouvert de nouveaux ateliers et s'est lancée sur le marché international. J'assistais régulièrement aux assemblées générales des actionnaires, assise tranquillement au dernier rang, écoutant les rapports et les plans de développement. Personne ne prêtait attention à la femme âgée en robe modeste. Personne ne savait que je possédais déjà 5% de l'entreprise, achetant régulièrement des actions supplémentaires avec mes économies. Le thé avait refroidi, intact. Je suis retournée à la table et j'ai bu une gorgée en grimaçant à cause de l'amertume. La nuit dernière était encore fraîche dans mon esprit. Sortez, résonnait dans mes oreilles, et l'accord silencieux de Damien, son sourire, comme pour s'excuser auprès des invités de ma visite inopportune. Quand mon fils a commencé à sortir avec Olivia, j'ai tout de suite senti son attitude envers moi. C'était le genre de personne qui juge les gens sur la marque de leurs vêtements et le modèle de leur téléphone. Elle me voyait comme un fardeau, un rappel gênant des origines modestes de Damien. Et mon garçon, il changeait sous mes yeux. Il a cessé de passer juste pour discuter et appelait de moins en moins. Quand il venait, il parlait surtout de travail, de ses nouveaux amis de bonne famille et de ses projets d'avenir. Des projets dans lesquels on m'attribuait un rôle de figurante. Une vieille mère dont il fallait s'occuper par devoir, mais qu'il était trop embarrassant de montrer à ses nouveaux amis. J'ai sorti les photos de la boîte. Voici Damien sur son premier vélo, un vélo d'occasion acheté au voisin, mais comme il était heureux. Nous voici à un pique-nique dans le parc. De la nourriture simple que j'avais préparée. Mais regardez comme nous sommes heureux. Voici sa remise de diplôme du lycée. J'avais cousu ma propre robe pour avoir l'air présentable. Tant de souvenirs, tant d'années d'amour et de soins. Et voilà comment tout s'est terminé. Le téléphone a sonné, interrompant le fil de mes pensées. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai quand même répondu. Madame Fanton, ici Martin Dubois, le secrétaire de Monsieur Poirier. Richard Poirier était le propriétaire de l'usine textile. Je l'avais rencontré plusieurs fois lors des assemblées d'actionnaires, mais il se souvenait à peine de moi. Oui, c'est elle, ai-je répondu, me demandant pourquoi le secrétaire de Monsieur Poirier m'appelait. Monsieur Poirier aimerait vous voir aujourd'hui si possible, à 14 heures dans son bureau. Puis-je demander de quoi il s'agit? Ai-je demandé, bien que j'ai déjà une assez bonne idée. Monsieur Poirier préférerait en discuter en personne. Pourriez-vous venir? Oui, bien sûr, ai-je répondu après une courte pause. J'y serai. J'ai raccroché et j'ai réfléchi. Il y a quelques mois, lors de la dernière assemblée des actionnaires, Poirier avait annoncé des projets d'expansion de la production et une éventuelle réorganisation de l'entreprise. Cela nécessitait l'approbation d'actionnaires détenant au moins 70% des actions. Poirier en avait 51% et ses partenaires commerciaux en détenaient 15% de plus. Les actions restantes étaient réparties entre de petits actionnaires, dont moi. J'ai regardé l'horloge. Il était 10 heures du matin. J'avais assez de temps pour me préparer à la réunion. J'ai sorti du placard un tailleur gris foncé que je portais pour les assemblées d'actionnaires. J'ai pris une douche, me suis coiffée avec soin et j'ai appliqué un maquillage léger. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu la femme éplorée de la veille, mais une femme d'affaires posée et déterminée. Avant de partir, j'ai de nouveau regardé les documents dans la boîte. Parmi eux se trouvait l'acte de propriété de la maison dans la banlieue de Roubaix. La maison même que j'avais achetée il y a 5 ans avec l'argent de la vente d'un autre lot d'actions. La maison où Damien et Olivia vivaient maintenant. Ils pensaient que c'était un cadeau de ma part. Le dernier effort d'une mère pour donner à son fils un départ décent dans la vie de famille. En réalité, je leur avais simplement permis d'y vivre, mais j'avais gardé les titres de propriété pour moi. Damien n'avait même pas pris la peine de se renseigner sur les aspects juridiques, tant il était pressé de quitter le quartier populaire. J'ai pris le bus pour me rendre au bureau de Poirier. Le bâtiment de l'entreprise avait changé depuis la première fois que j'étais venue ici pour postuler un emploi de couturière. Il était moderne, vitré, avec des gardes à l'entrée et une réceptionniste dans un hall en marbre. Madame Fanton pour Monsieur Poirier, ai-je dit à la jeune femme au bureau. Elle a vérifié les registres, a souri et a indiqué l'ascenseur. 23e étage. On vous attendra.
Martin Dubois m'attendait en effet dans la zone de réception. Un jeune homme avec des lunettes et une tablette à la main. Madame Fanton. Ravi de vous rencontrer en personne. Il m'a serré la main. Monsieur Poirier vous attend. Le bureau de Poirier était impressionnant, tant par sa taille que par sa vue sur toute la ville. Richard Poirier lui-même, un homme corpulent d'une 60aine d'années, s'est levé de derrière son bureau en me voyant. Madame Fanton, merci d'être venue, dit-il en désignant une chaise en face de lui. Café, thé? Un thé, s'il vous plaît, ai-je répondu en m'asseyant et en lissant ma jupe. Poirier a fait un signe de tête à son secrétaire, qui est parti, nous laissant seuls. Je voulais vous parler depuis longtemps, commença Poirier, joignant ses mains sur son ventre. Vous êtes actionnaire de notre société depuis plus de 20 ans, mais nous n'avons presque jamais parlé. Vous avez des milliers d'actionnaires, monsieur Poirier, ai-je fait remarquer. Il est impossible de connaître tout le monde personnellement. C'est vrai, a-t-il acquiescé. Mais tous les actionnaires ne possèdent pas 5% de l'entreprise et ne continuent pas d'acheter des actions. Je suis restée silencieuse. Alors, il m'avait remarqué après tout. J'ai fait quelques recherches, a poursuivi Poirier. Vous avez travaillé dans notre usine comme couturière pendant plus de 30 ans. Votre mari, Hervé Fanton, était mécanicien jusqu'à sa mort d'une crise cardiaque. Vous avez élevé un fils et lui avez donné une éducation. Et pendant tout ce temps, vous avez tranquillement et méthodiquement augmenté votre participation dans l'entreprise. Il n'y a rien d'illégal à cela, ai-je fait remarquer. Bien sûr que non, a-t-il souri. J'admire votre prévoyance, Madame Fanton. Peu d'ouvriers auraient pensé à investir dans des actions de l'entreprise. Martin est revenu avec le thé. Plaçant la tasse devant moi, il est reparti. Venons-en aux faits. Poirier se pencha en avant. Comme vous le savez, nous prévoyons d'étendre la production. Pour ce faire, nous avons besoin de l'approbation de la majorité des actionnaires. Je dispose de 66% des voix, en incluant mes partenaires. Vos 5% pourraient être décisifs. Et vous voulez que je vote pour? Ai-je demandé en sirotant mon thé. Exactement, a-t-il acquiescé. Je suis prêt à vous offrir un siège au conseil d'administration. Un siège honorifique, bien sûr, mais avec une bonne rémunération et des avantages. J'ai posé ma tasse et j'ai regardé attentivement Poirier. Il me sous-estimait clairement, pensant que je n'étais qu'une couturière qu'on pouvait acheter avec un poste prestigieux. Et si je refuse? Ai-je demandé calmement. Son visage a changé un instant, mais il a rapidement repris le contrôle. Alors je devrais chercher le soutien d'autres actionnaires. Cela prendra du temps, mais j'obtiendrai finalement les voix dont j'ai besoin. Peut-être, ai-je convenu. Ou peut-être pas. J'ai sorti un dossier de documents de mon sac. Vous voyez, monsieur Poirier, au cours de l'année écoulée, j'ai acquis quelques actions supplémentaires. Je détiens maintenant 8,5%. J'ai également parlé à plusieurs autres actionnaires. Ensemble, nous contrôlons environ 25% des voix. La surprise sur son visage était maintenant évidente. Vous bluffez, dit-il, mais sans conviction. J'ai souri et lui ai tendu le dossier. Voyez par vous-même. Poirier a rapidement parcouru les documents, son visage s'assombrissant de plus en plus. Que voulez-vous, Madame Fanton? A-t-il finalement demandé, en me rendant le dossier. Pour commencer, une conversation franche, ai-je dit en me penchant en arrière dans mon fauteuil. Qu'y a-t-il vraiment derrière les plans d'expansion? Poirier a soupiré et s'est frotté le nez. Je vais vendre une participation majoritaire à une société internationale. Ils veulent délocaliser la production en Asie, où la main-d'œuvre est moins chère. Seul le centre administratif et les entrepôts resteront ici. Et les ouvriers? Ai-je demandé. Les gens qui ont travaillé dans l'usine pendant des décennies. Ils recevront une compensation conformément à la loi. Poirier a haussé les épaules. Les affaires sont les affaires, Madame Fanton. Rien de personnel. J'ai hoché la tête comme si j'étais d'accord avec lui. Et quand la transaction est-elle prévue? Dans 2 mois, si tout se passe comme prévu, a-t-il répondu, visiblement détendu, décidant que j'avais accepté. Je comprends, ai-je dit en me levant pour indiquer que la conversation était terminée. Je vais réfléchir à votre offre, monsieur Poirier. Je vous recontacterai d'ici une semaine. Il s'est également levé et m'a tendu la main. J'espère que vous y réfléchirez bien, Madame Fanton. J'en suis sûre,
ai-je dit en lui serrant la main et en me dirigeant vers la porte. Au moment de partir, je me suis retournée. Au fait, monsieur Poirier, vous connaissez mon fils, n'est-ce pas? Damien Fanton. Il travaille au département marketing. Damien? A demandé Poirier, surpris. Oui, bien sûr. Un jeune homme compétent, récemment marié, si je ne me trompe. C'est exact, ai-je souri. Le mariage a eu lieu hier. Félicitations. Poirier semblait légèrement perplexe. Je ne savais pas que c'était votre fils. Peu de gens le savent, ai-je répondu. Bonne journée, monsieur Poirier. En quittant le bâtiment de l'entreprise, j'ai pris une grande bouffée d'air frais. Un plan commençait à se former dans ma tête. Pas un plan de vengeance. Non, ce serait trop simple et indigne. Un plan pour enseigner à Damien et Olivia la vraie valeur de la famille, du respect et de la gratitude. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro d'Alain Michel, l'avocat qui s'occupait de mes affaires depuis 15 ans. Alain, c'est Éléonore Fanton. J'ai besoin de vos conseils. Oui, c'est urgent. Je peux être là dans 1 heure? Parfait. En raccrochant, je me suis dirigée vers l'arrêt de bus. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais forte et déterminée. Il était temps de montrer que la calme et modeste Éléonore Fanton était capable de plus que de s'asseoir dans un coin et d'endurer silencieusement l'humiliation. Je n'allais pas ruiner la vie de mon fils par vengeance. J'allais lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais, et ce faisant, peut-être lui rappeler les valeurs que j'avais essayé de lui inculquer toutes ces années. Dans le bus, je regardais par la fenêtre les rues de Roubaix qui défilaient. Pendant tant d'années, j'avais été invisible pour mes collègues, mes voisins, la direction de mon entreprise. Même pour mon propre fils, j'étais devenue une simple ombre, un rappel gênant de ses origines modestes. Mais l'invisibilité a ses avantages. Les gens ne vous remarquent pas, ne vous prennent pas au sérieux, ne vous voient pas comme une menace. Et c'est là ma force. Tant qu'ils ne peuvent pas me voir, je peux tisser mes fils invisibles, créant une toile dans laquelle ils s'en mêleront. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la justice et une leçon qui leur resterait pour le reste de leur vie. 2 semaines s'écoulèrent sans que je m'en aperçoive. Je mettais méthodiquement mon plan en action, en prenant mon temps, mais sans en perdre. Chaque jour, je me réveillais avec une idée claire de ce qui devait être fait et je me couchais avec la satisfaction du travail bien fait. Aujourd'hui, Damien et Olivia devaient rentrer de leur lune de miel. Je le savais parce que mon fils, contrairement à son habitude, m'avait envoyé un court message. On rentre ce soir à 18 heures. J'espère que tout va bien. Pas un mot d'excuse, pas une mention de ce qui s'était passé au mariage. Typique de Damien, faire comme si de rien n'était et s'attendre à ce que j'avale ma peine et fasse le premier pas vers la réconciliation, comme d'habitude. Mais pas cette fois. Je n'ai pas répondu au message. Au lieu de cela, j'ai appelé la compagnie des eaux qui desservait la maison des jeunes mariés. Bonjour, dis-je sur mon ton le plus poli. Je m'appelle Éléonore Fanton, et je suis la propriétaire de la maison au 18 rue des Pins. Je voulais vérifier si tout était en ordre avec les paiements. Un instant, Madame Fanton, répondit l'opératrice. Oui, toutes les factures ont été payées à temps. Parfait. J'ai marqué une pause. Voilà, mon fils et sa femme rentrent de voyage aujourd'hui, et j'aimerais leur faire une surprise. Pourriez-vous couper temporairement l'eau chaude ce soir? Disons de 19 heures à 21 heures. Pour maintenance, on va dire. L'opératrice était clairement perplexe. C'est une demande inhabituelle, Madame Fanton. Je comprends, ai-je soupiré. C'est juste qu'ils se sont montrés très arrogants dernièrement, et j'aimerais leur rappeler que le confort n'est pas toujours garanti. C'est juste une blague inoffensive. Il y eut une pause, puis l'opératrice dit avec incertitude. D'accord, Madame Fanton, puisque vous êtes la propriétaire de la maison, nous pouvons accéder à votre demande, mais nous prévenons habituellement les résidents à l'avance. C'est tout l'intérêt de la surprise, dis-je avec un léger sourire dans la voix. Ne vous inquiétez pas, j'assumerai l'entière responsabilité de leur mécontentement. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une légère pointe de culpabilité. Peut-être étais-je allé trop loin. Mais l'image du mariage m'est revenue. Le méprisant « sortez » d'Olivia et le sourire de Damien, comme s'il s'excusait auprès des invités pour l'apparence inappropriée de sa mère. Non, ce n'était que la première partie, la plus inoffensive, du plan. Un petit désagrément après un long vol n'était rien comparé à l'humiliation que j'avais subie.
Assises dans mon appartement silencieux, je les imaginais rentrant fatigués de leur voyage, rêvant d'une douche chaude, et découvrant qu'il n'y avait pas d'eau. Comment Olivia piquerait une crise et Damien essaierait sans succès d'appeler le service de maintenance. Une petite fissure dans leur vie parfaite. Le lendemain, je n'ai pas attendu l'appel de mon fils. Au lieu de cela, je suis allée voir Alain Michel, mon avocat. Au cours des 2 dernières semaines, nous avions préparé tous les documents nécessaires. Êtes-vous sûr de vouloir prendre des mesures aussi drastiques, Éléonore ? A demandé Alain en me regardant par-dessus ses lunettes. Votre fils va être choqué. C'est exactement ce que je cherche à obtenir, Alain, ai-je répondu calmement. Parfois, un choc est le seul moyen de se faire entendre. Alain a secoué la tête, mais n'a pas discuté. Nous nous connaissions depuis assez longtemps pour qu'il comprenne qu'une fois ma décision prise, il n'y avait pas de retour en arrière. Très bien, dit-il en me tendant le dossier avec les documents. Tout est prêt. L'avis d'expulsion sera livré demain matin. Ils auront 30 jours pour quitter les lieux ou signer un contrat de location officiel avec vous. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme. Pas de jubilation malveillante ni de satisfaction vengeresse, mais une confiance tranquille que je faisais ce qu'il fallait. Et pour l'autre question, ai-je demandé? J'ai parlé à plusieurs actionnaires comme vous l'aviez demandé, dit Alain en sortant un autre dossier. Ils sont intéressés par votre offre. Si vous êtes sérieuse au sujet du blocage de l'accord de Poirier, vous avez de bonnes chances. Excellent, ai-je souri. Tenez-moi au courant. Après avoir quitté le bureau de l'avocat, je suis allée dans un petit café voisin. Je devais réfléchir à ma prochaine action. Le plan se déroulait exactement comme je l'avais prévu, mais il était important de ne pas se précipiter, de laisser à chaque action le temps de produire son plein effet. Mon téléphone a sonné alors que je finissais ma 2e tasse de café. Damien. Allô. J'ai répondu sur un ton neutre. Maman. Sa voix semblait surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je réponde. Comment vas-tu? Bien. J'ai marqué une pause. Et toi? Comment s'est passé ton voyage? Bien. Très bien, dit-il trop vite, l'air nerveux. Écoute, maman, à propos du mariage. Je voulais m'excuser. Ce qu'Olivia a dit, c'était inacceptable. Je suis restée silencieuse, lui donnant une chance de continuer. Je me demandais s'il réalisait que le problème n'était pas seulement les mots d'Olivia, mais son propre accord silencieux. Maman, tu es là? Demanda-t-il après une longue pause. Oui, Damien, j'écoute, ai-je répondu sèchement. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? J'espérais qu'on pourrait se voir, parler. Olivia veut s'excuser aussi. J'ai failli rire. Olivia veut s'excuser. J'en doute. Plus probablement, ils ont des problèmes avec l'eau chaude et veulent que je les aide à réparer ça. Je crains d'être très occupée en ce moment, Damien, ai-je dit. Peut-être la semaine prochaine. Mais, maman, balbutia-t-il. On a eu des problèmes avec la maison. Il n'y avait pas d'eau chaude hier, et aujourd'hui, j'ai reçu une lettre étrange. Quelque chose de juridique. Je ne l'ai pas encore ouverte. Alors, l'avis d'expulsion avait été livré plus tôt que prévu. Eh bien, c'est mieux ainsi. C'est probablement une erreur, dis-je avec indifférence. Ouvre-la et lis-la. Ensuite, nous saurons de quoi il s'agit. Ouais, bien sûr. Il fit une pause. Maman, ça va? Tu as l'air différente. Je suis juste fatiguée, Damien, ai-je répondu. Appelle-moi quand tu auras lu la lettre. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Pour une raison quelconque, je me sentais triste. Peut-être parce qu'il avait vraiment remarqué le changement dans ma voix, dans mon attitude. Cela signifiait que tout n'était pas perdu pour mon fils. Le soir, on a sonné à la porte. Je n'attendais personne, alors je me suis approchée prudemment de la porte et j'ai regardé par le judas. Damien se tenait sur le palier, pâle et confus. Maman, s'il te plaît, ouvre, dit-il, entendant apparemment mes pas. Il faut qu'on parle. J'ai ouvert la porte et reculé silencieusement, le laissant entrer. Il est entré, regardant autour de lui comme s'il n'était pas venu depuis longtemps, ce qui était vrai. La dernière fois qu'il était venu me voir, c'était il y a 3 mois, et même alors, seulement brièvement. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a tendu la lettre, l'avis d'expulsion. Pourquoi l'avocat dit-il que nous devons quitter la maison dans 30 jours? C'est une sorte d'erreur? J'ai pris la lettre, faisant semblant de la lire pour la première fois,
même si j'en connaissais chaque mot. Non, Damien, ce n'est pas une erreur, ai-je dit en lui rendant le document. La maison m'appartient, et j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Mais, nous pensions que c'était un cadeau. Tu as dit que tu nous donnais la maison. Non, ai-je secoué la tête. J'ai dit que vous pouviez y vivre. Je n'ai jamais dit que je vous donnais la maison. Vous n'avez simplement pas écouté, comme d'habitude. Damien s'est affalé sur une chaise, toujours incapable de croire ce qui se passait. Mais pourquoi, maman? Pourquoi maintenant? On vient de se marier. On vient de rentrer de voyage. Pourquoi ta femme m'a-t-elle chassé du mariage? Ai-je demandé calmement. Pourquoi l'as-tu laissé faire? Pourquoi es-tu resté là à sourire comme pour t'excuser auprès des invités de ma présence? Il a baissé les yeux, incapable de trouver une réponse. C'est une vengeance? A-t-il finalement demandé. Tu te venges de nous pour ce qui s'est passé au mariage? Non, Damien, je me suis assise en face de lui. Ce n'est pas une vengeance. C'est une leçon. Une leçon de respect et de gratitude. Tu as oublié qui je suis et ce que j'ai fait pour toi. Tu as laissé ta femme m'humilier parce que tu avais honte de moi, de ta mère, de tes racines. Ce n'est pas vrai, s'est-il exclamé. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. C'est vrai, ai-je dit doucement mais fermement. Tu as changé, Damien. Depuis que tu as rencontré Olivia, tu as cessé d'être toi-même. Tu es devenu ce qu'elle voulait que tu sois. Un jeune homme à succès d'une bonne famille, sans passé, sans racines, sans mère couturière dont il faut avoir honte de montrer à ses nouveaux amis. Il était silencieux. Et il y avait plus d'aveu dans ce silence que dans n'importe quel mot. Qu'est-ce que tu attends de nous? A-t-il finalement demandé. De l'argent? On peut payer le loyer, si tu insistes. Je n'ai pas encore décidé, ai-je répondu honnêtement. Je vous le ferai savoir dans les prochains jours. Damien s'est levé, toujours abasourdi. Maman, s'il te plaît, réfléchis. Nous commençons à peine notre vie de famille. Ne fais pas ça. J'y ai déjà réfléchi, Damien, ai-je dit en me levant aussi. Et je ferai ce que je juge juste, tout comme tu l'as fait au mariage. Il m'a regardé longuement, comme s'il essayait de voir quelque chose de familier sur mon visage. Puis il s'est tourné et est parti, fermant doucement la porte derrière lui. Je suis restée au milieu de la pièce, ressentant un vide étrange à l'intérieur. Ce n'était pas la joie d'un plan réussi, ni la schadenfreude, mais plutôt la tristesse de réaliser à quel point nous nous étions éloignés. Le lendemain, j'ai rencontré Richard Poirier, le propriétaire de l'usine textile. Cette fois, la réunion a eu lieu dans un restaurant plutôt que dans son bureau. Madame Fanton, je suis heureux que vous ayez accepté une autre rencontre, dit-il après que nous ayons commandé. Avez-vous réfléchi à mon offre? Oui, monsieur Poirier, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Et j'ai une contre-proposition. Il avait l'air intrigué. Je vous écoute. Moi et un groupe d'autres actionnaires que j'ai contactés sommes prêts à approuver votre plan d'expansion à une condition. Pas de délocalisation de la production en Asie. L'usine reste ici, à Roubaix, et personne ne perd son emploi. Poirier fronça les sourcils. C'est impossible, Madame Fanton. La délocalisation de la production est un élément clé de l'accord. Sans cela, la société internationale n'est pas intéressée par l'achat. Alors nous devrons trouver un autre acheteur, ai-je haussé les épaules. Ou peut-être que nous pourrions racheter vos actions et diriger l'entreprise nous-mêmes. Il a ri, mais c'était un rire nerveux. Vous bluffez. Vous n'avez pas ce genre d'argent. Pas moi personnellement, ai-je convenu. Mais le consortium d'investisseurs que je représente, si. Et plus important encore, nous avons Frank Reynolds. Poirier pâlit. Frank Reynolds était son rival de longue date qui rêvait depuis longtemps de prendre le contrôle de l'usine. Vous n'oseriez pas, siffla-t-il. Pourquoi pas? Ai-je souri. Les affaires sont les affaires, monsieur Poirier. Rien de personnel, comme vous l'avez dit. Nous nous sommes tus pendant que le serveur apportait nos boissons. Poirier essayait clairement de contrôler ses émotions. Que voulez-vous vraiment, Madame Fanton? Demanda-t-il finalement. De l'argent, du pouvoir, une vengeance. La justice, ai-je répondu simplement. Et quelque chose d'autre, de personnel. Quoi exactement? Mon fils, Damien Fanton, travaille pour votre entreprise. Je veux que vous le mutiez à la succursale de Saint-Étienne en tant que directeur régional.
Poirier haussa les sourcils de surprise. Vous voulez que je promeuve votre fils? Non, ai-je secoué la tête. Saint-Étienne, c'est une sorte d'exil. La succursale là-bas n'est pas rentable. Le travail est dur et il y a peu de perspectives. Le salaire sera plus élevé, mais la vie sera plus difficile. Vous voulez punir votre propre fils. Il avait l'air vraiment perplexe. Pourquoi? Damien et moi avons nos différends, ai-je dit évasivement. Cela fait partie d'une leçon que je veux lui enseigner. Poirier me regarda avec un respect inattendu. Vous êtes une femme dure, Madame Fanton. La vie m'a rendu ainsi, ai-je répondu. Alors, nous avons un accord. Il a réfléchi, tapotant ses doigts sur la table. Disons que j'accepte vos conditions concernant l'usine. Mais muter votre fils, ce n'est pas exactement éthique. Et délocaliser la production en Asie et licencier des centaines de personnes qui ont travaillé pour vous pendant des décennies, c'est éthique, ai-je contré. Ne jouez pas au moraliste, monsieur Poirier. Vous avez besoin de cet accord, et j'ai besoin d'une leçon pour mon fils. Nous obtiendrons ce que nous voulons. Il m'a regardé longuement, puis a hoché la tête lentement. Très bien, Madame Fanton. J'accepte vos conditions. Mais souvenez-vous, si vous me trahissez avec Reynolds, je trouverai un moyen de me venger. Je ne vous trahirai pas, l'ai-je assuré, à condition que vous teniez votre part du marché. Nous avons scellé l'accord par une poignée de main, et j'ai ressenti un étrange sentiment de satisfaction. Non pas parce que j'avais fait du mal à mon fils, mais parce que je savais que mon plan fonctionnait exactement comme je l'avais prévu. Ce soir-là, Olivia m'a appelé pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés. Madame Fanton. Sa voix semblait inhabituellement douce. C'est Olivia, la femme de Damien. Je sais qui vous êtes, Olivia, ai-je répondu sèchement. Comment puis-je vous aider? J'appelle pour m'excuser de mon comportement au mariage, dit-elle, se forçant clairement à prononcer les mots. C'était impardonnable de ma part. Oui, ça l'était, ai-je convenu, n'ayant pas l'intention de lui faciliter la tâche. J'aimerais me racheter, a-t-elle poursuivi. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer, parler de la maison et de tout le reste. Il n'y a rien à dire sur la maison, Olivia, ai-je dit fermement. La décision est prise. Vous avez 30 jours pour déménager. Mais Madame Fanton, dit-elle, sa voix prenant un ton suppliant. Nous pouvons trouver un arrangement. Mes parents pourraient acheter la maison, ou nous pourrions vous payer un loyer. J'y réfléchirai, ai-je répondu. Mais pour l'instant, ma décision est maintenue. C'est à cause de ce qui s'est passé au mariage, a-t-elle demandé sans détour. Vous vous vengez de nous? Non, Olivia, ai-je soupiré. Je ne me venge pas. Je fais juste ce que je pense être juste. Tout comme vous l'avez fait au mariage. Il y eut une pause. Puis elle dit doucement. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez capable de ça. Vous semblez si inoffensive. C'était votre erreur, Olivia, ai-je répondu. Vous me jugez sur mon apparence, ma profession, mon style de vie modeste. Vous n'avez jamais essayé de savoir qui j'étais vraiment. Je vois maintenant, dit-elle avec une pointe de respect dans la voix. Eh bien, Madame Fanton, je comprends votre position, mais j'espère toujours que nous pourrons trouver un arrangement. Peut-être, ai-je dit, sans faire de promesses. Bonne nuit, Olivia. Le lendemain matin, Damien a appelé. Il semblait tendu. Maman, sais-tu quelque chose à propos de ma mutation à Saint-Étienne? De quoi parles-tu, Damien? Ai-je demandé innocemment. Poirier m'a appelé et m'a dit que j'étais muté à la succursale de Saint-Étienne en tant que directeur régional, avec une augmentation de 20%. Mais Saint-Étienne, maman, c'est un trou perdu. Et la succursale là-bas est sur le point de fermer. N'est-ce pas une bonne occasion de faire tes preuves? Ai-je fait remarquer. Sauver la succursale. Montrer tes talents de manager. Maman. Sa voix devint suspicieuse. Tu as quelque chose à voir avec ça. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'étais surprise de sa perspicacité. Comment pourrais-je influencer les décisions de la direction de l'entreprise? Je ne sais pas, a-t-il hésité. Juste une étrange coïncidence. D'abord la maison, maintenant ça. La vie est pleine de coïncidences, Damien, ai-je dit philosophiquement. Quand es-tu censé commencer ton nouveau travail? Dans 2 semaines, répondit-il avec résignation. Olivia est furieuse.
Elle ne veut pas déménager à Saint-Étienne. Elle dit que sa carrière et ses relations sociales sont ici, à Roubaix. Je comprends, ai-je dit avec sympathie. C'est un choix difficile. Maman, changea-t-il soudain de ton pour un ton suppliant. S'il te plaît, si tu as une quelconque influence là-dedans, si tu peux changer quoi que ce soit, je t'en supplie, aide-nous. Je suis restée silencieuse, en réfléchissant. Le plan fonctionnait encore mieux que je ne l'avais espéré. Damien commençait à comprendre que tout dans la vie ne se passe pas sans heurts, que ses actions ont des conséquences. Mais il était trop tôt pour la réconciliation. La leçon ne faisait que commencer. Je ne peux rien faire pour t'aider, Damien, ai-je finalement dit. C'est la décision de ta direction. Tu devras l'accepter ou trouver un autre travail. Un autre travail. Il semblait choqué. Maman, je travaille dans cette entreprise depuis 7 ans. Je ne peux pas partir comme ça. Alors accepte la mutation, ai-je dit simplement. Et prépare-toi à déménager. Et la maison, a-t-il demandé. Nous devons déménager dans 30 jours, et les appartements à Saint-Étienne. Comme je l'ai dit, j'y réfléchirai, ai-je répondu. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement pour le bail, mais cela dépend de beaucoup de facteurs. Quels facteurs? Sa voix était désespérée. Votre attitude, Damien, ai-je dit sans détour. À quel point vous regrettez sincèrement votre comportement au mariage. Si vous êtes prêt à admettre que vous avez eu tort de laisser votre femme m'humilier. Il y eut une longue pause. Puis il dit doucement, je suis désolé, maman. Vraiment. J'aurais dû arrêter Olivia. J'aurais dû te défendre. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur que les invités voient ce qu'est vraiment notre famille. Qu'ils me jugent, se moquent de moi. Ils l'ont déjà fait, Damien, ai-je dit doucement. Ils ont vu comment tu as laissé ta propre mère se faire humilier. Penses-tu que cela t'a valu leur respect? Il était silencieux, et il y avait plus de compréhension dans ce silence que dans n'importe quel mot. Je dois réfléchir, dit-il finalement. À tout ça. À la mutation, à la maison, à toi et moi. Réfléchis, Damien, ai-je convenu. C'est bon pour toi. Après avoir parlé à mon fils, je suis restée longtemps assise près de la fenêtre, à regarder la rue. Mon plan fonctionnait. Les premières fissures dans la vie heureuse de Damien et Olivia apparaissaient déjà. Mais je ne ressentais aucune méchanceté ni satisfaction vengeresse, seulement de la tristesse en réalisant à quel point les choses étaient allées loin, à quel point le gouffre entre mon fils et moi était devenu profond. Je ne voulais pas ruiner sa vie. Je voulais qu'il comprenne la valeur de la famille, du respect et de la gratitude. Je voulais qu'il réalise que les vraies relations ne sont pas construites sur le statut social ou les biens matériels, mais sur l'amour et le respect. Mutuel. Et si cela signifiait créer quelques fissures dans son monde parfait, j'étais prête à le faire. Car parfois, il faut perdre pour apprécier ce que l'on avait. 1 mois s'était écoulé depuis que Damien avait appris sa mutation à Saint-Étienne. Pendant ce temps, beaucoup de choses avaient changé. J'observais les événements se dérouler de loin, sans intervenir directement, mais en suivant de près chaque tournant dans la vie de mon fils et de sa femme. Après de longues discussions et disputes, ils décidèrent que Damien accepterait la mutation. Mais Olivia resterait temporairement à Roubaix, comme elle l'insistait. Ses parents les aidèrent à trouver un petit appartement à Saint-Étienne pour Damien, et Olivia elle-même s'installa chez ses parents, refusant de quitter la maison dans le délai que j'avais fixé. Alain Michel, mon avocat, suggéra d'engager une procédure d'expulsion, mais je lui demandai d'attendre. J'étais curieuse de voir combien de temps Olivia tiendrait dans la maison sans le soutien de son mari. Je m'arrangeai avec les compagnies de services publics pour un service minimum. L'eau et l'électricité restaient, mais le chauffage ne fonctionnait qu'à moitié, et les petites réparations s'accumulaient sans être faites. Un jour de pluie, j'ai croisé par hasard Olivia près du supermarché. Elle avait l'air fatiguée et irritée, rien à voir avec la mariée radieuse que j'avais vue au mariage. Madame Fanton. Elle m'a remarqué la première, et après un moment d'hésitation, s'est approchée. Quelle surprise! Bonjour, Olivia, ai-je hoché la tête, étudiant son visage. Comment allez-vous? Pas très bien, pour être honnête, pinça-t-elle les lèvres. Mais vous le savez probablement déjà. J'ai haussé les épaules, ne confirmant ni ne niant sa supposition. Comment va Damien? Il s'en sort avec son nouveau travail? Difficilement, sa voix trahissait une pointe d'amertume. La succursale est dans un état terrible. Le travail n'en finit pas et les résultats se font attendre.
Il rentre le week-end complètement épuisé. Je suis désolée, ai-je dit d'un ton neutre. C'est toujours difficile au début dans un nouvel endroit. Olivia me lança un regard acéré. Vous avez quelque chose à voir avec cette mutation, n'est-ce pas? Et la situation de la maison aussi. J'ai souri sans répondre directement à sa question. Pourquoi n'avez-vous pas déménagé avec lui? N'est-ce pas ça, le mariage? Être ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. Je ne peux pas quitter mon travail et déménager dans ce trou perdu, renifla-t-elle. J'ai une carrière ici, des amis, des parents. Qu'y a-t-il à Saint-Étienne? Rien. Je comprends, ai-je hoché la tête. La carrière est plus importante que la famille. C'est l'approche moderne. Elle rougit, saisissant le sarcasme dans mes paroles. Ne déformez pas mes propos. J'aime Damien, mais il aurait dû refuser la mutation. Trouver un autre travail. Il aurait pu trouver une solution. Au lieu de cela, il a simplement baissé les bras et est parti, me laissant gérer tous les problèmes. Quel problème? Ai-je demandé avec un intérêt sincère. Olivia hésita, ne voulant manifestement pas révéler tous les détails, mais son besoin de parler l'emporta. Financier, principalement. Nous avons acheté beaucoup de choses pour la maison avant le mariage et avons contracté un prêt. Nous comptions le rembourser avec nos revenus combinés. Maintenant, Damien dépense la plupart de son salaire pour son logement à Saint-Étienne et ses trajets ici le week-end. Son augmentation couvre à peine ses dépenses. J'ai hoché la tête, la regardant avec sympathie. Intérieurement, je notais que le plan fonctionnait encore mieux que prévu. Les difficultés financières sont souvent le premier test sérieux pour les jeunes familles. Peut-être devriez-vous revoir vos dépenses, ai-je suggéré. Réduire quelque chose de non essentiel. Comme quoi? Son ton devint défiant. Je ne sais pas, ai-je haussé les épaules. Les restaurants chers, les nouveaux vêtements, les instituts de beauté. Les gens ordinaires réduisent souvent ce genre de choses quand les temps sont durs. Les gens ordinaires, répéta-t-elle avec un léger mépris. Je n'ai pas l'habitude de vivre comme les gens ordinaires, Madame Fanton. Et je n'ai pas l'intention de commencer. Dans ce cas, vous devrez trouver une source de revenus supplémentaires, ai-je fait remarquer de manière pratique. Ou convaincre votre mari de chercher un emploi mieux payé. J'essaie, s'exclama-t-elle avec une émotion inattendue. Mais il est têtu. Il dit qu'il doit prouver qu'il peut faire ce travail, qu'il ne peut pas quitter l'entreprise après toutes ces années, que c'est une question de principe. J'ai dû réprimer un sourire. Mon fils montrait une facette de lui que je n'avais pas vue depuis longtemps. Eh bien, ai-je dit en jetant un coup d'œil à ma montre. Je dois y aller. C'était intéressant de vous parler, Olivia. J'espère que vous trouverez une issue à cette situation. Attendez, elle m'a attrapé la manche. Et la maison? Insistez-vous toujours pour que nous déménagions? Légalement, vous auriez dû déménager il y a 2 semaines, lui ai-je rappelé. Mais j'ai dit à mon avocat de ne pas agir pour l'instant. Considérez cela comme un petit cadeau de ma part. Un cadeau. Elle sourit amèrement. Plutôt un autre coup dans votre jeu. Peut-être, ai-je convenu. Mais n'oubliez pas, Olivia, c'est moi qui fixe les règles dans ce jeu. Sur ce, je me suis retournée et je suis partie, la laissant debout sous la bruine avec une expression de rage impuissante sur le visage. En rentrant chez moi, j'ai appelé Alain Michel. Comment vont les choses avec les actionnaires, ai-je demandé, en sautant les politesses. Bien, Éléonore, a-t-il répondu. Nous avons rassemblé une coalition qui contrôle près de 30% des actions. Poirier est nerveux. Il m'a déjà appelé 2 fois, essayant de savoir ce que nous préparons. Excellent, ai-je souri. Maintenez-le sur le qui-vive. Laissez-le penser que nous pouvons bloquer l'accord à tout moment. Et nous le pouvons vraiment, a fait remarquer Alain. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ce jeu? Il y a beaucoup d'argent en jeu. L'argent est la dernière chose qui m'intéresse, ai-je répondu. Ce qui est plus important, c'est de savoir comment Damien s'en sort à Saint-Étienne. À en juger par les rapports, pas mal, a grogné Alain. La succursale commence à montrer des signes de vie. On dirait que votre fils est un manager talentueux, après tout. La nouvelle m'a rempli d'une fierté inattendue. Damien n'avait donc pas baissé les bras, n'avait pas jeté l'éponge. Il avait accepté le défi et essayé de le relever en homme. Tenez-moi au courant, ai-je dit. Et préparez les papiers pour le bail officiel de la maison. Je pense qu'il est temps d'officialiser les choses.
Vous allez laisser votre belle-fille rester dans la maison? A demandé Alain, surpris. Sous certaines conditions, ai-je répondu. Des conditions très strictes. Le week-end suivant, j'ai croisé Damien au supermarché. Il avait l'air fatigué, mais il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux, une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. Maman, il m'a remarqué près du rayon d'été. Quelle coïncidence. Bonjour, Damien. J'ai souri. Comment ça se passe à Saint-Étienne? Difficile, a-t-il soupiré. La succursale est en pire état que je ne le pensais, mais je remets les choses en ordre petit à petit. Je suis contente de l'entendre, ai-je hoché la tête sincèrement. Ton père serait fier de toi. Il disait toujours qu'un vrai homme ne fuit pas les défis. Damien rougit légèrement à ce compliment. Merci, maman. Ça compte beaucoup pour moi. Nous fîmes une pause, regardant les boîtes de thé. Comment va Olivia? Ai-je finalement demandé. Je l'ai vue l'autre jour. Elle avait l'air contrariée. Elle est mécontente de la situation, a répondu Damien évasivement. C'est difficile pour elle de vivre chez ses parents après. Notre maison. Notre maison. J'ai haussé un sourcil. Tu veux dire ma maison? Il a soupiré, admettant sa défaite dans cette petite joute verbale. Oui, ta maison. À ce propos, insistes-tu toujours pour qu'elle déménage? Je prépare un contrat de location, ai-je dit. Olivia peut rester si elle accepte mes conditions. Quelles conditions? Sa voix semblait méfiante. Rien de déraisonnable, ai-je haussé les épaules. Un loyer régulier, certaines règles, mon droit de visiter la maison à tout moment. Ça ne plaira pas à Olivia, a fait remarquer Damien. Ce n'est pas négociable, ai-je dit. C'est ma maison, et j'ai le droit d'y venir quand je veux. Il a hoché la tête, reconnaissant que j'avais raison. Je lui en parlerai, mais je ne suis pas sûre qu'elle acceptera. Le choix est simple, ai-je dit. Soit elle accepte mes conditions, soit elle trouve un autre logement. Elle a eu tout le temps de se préparer. Damien me regarda avec une nouvelle expression, un mélange de respect et d'appréhension. Tu as changé, maman. Tu n'as jamais été comme ça avant. Si dur. Je n'ai pas changé, mon fils. J'ai secoué la tête. Tu vois juste la vraie moi pour la première fois. Sans le masque de la mère obéissante et silencieuse qui ferait n'importe quoi pour toi. Et quelle est la vraie toi? A-t-il demandé doucement. Une femme qui connaît sa valeur, ai-je répondu sans détour. Une femme qui ne permettra plus à personne, pas même à son propre fils, de l'humilier et de profiter d'elle. Nous nous sommes tus, et ce silence s'est rempli d'une nouvelle compréhension. Damien me regardait comme s'il me voyait vraiment pour la première fois. Pas seulement sa mère, mais une personne à part entière, avec ses propres désirs, principes et sa propre force. Je dois y aller, dit-il finalement. Le train pour Saint-Étienne part dans 2 heures. Bonne chance, ai-je dit en lui touchant légèrement la main. Et souviens-toi, la vraie force ne consiste pas à éviter les difficultés. Elle consiste à les surmonter. Il a hoché la tête et s'est dirigé vers le guichet, me laissant debout près du rayon d'été, pensant à quel point tout cela était étrange. J'avais commencé ce plan pour donner une leçon à mon fils, mais il semblait qu'il commençait réellement à tirer les bonnes leçons de la situation. Quelques jours plus tard, Olivia m'a appelé. Sa voix était tendue mais déterminée. Madame Fanton, Damien m'a transmis vos conditions pour la location de la maison. J'aimerais en discuter en personne. Bien sûr, ai-je convenu. Venez chez moi demain à 14 heures. Non, dit-elle avec une fermeté inattendue. Je propose que nous nous rencontrions en terrain neutre, au café du Tilleul sur la Grand Place. Cette tentative de prendre l'initiative m'a amusée, mais j'ai décidé de céder. Très bien, Olivia. 14 heures au Tilleul. Le lendemain, je suis arrivée au café à l'heure convenue. Olivia m'attendait déjà à une table dans le coin. Devant elle se trouvait un dossier de documents, une copie du contrat de location que j'avais envoyé par l'intermédiaire de Damien. Madame Fanton, hocha-t-elle la tête quand je me suis assise en face d'elle. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je vous écoute, Olivia, ai-je dit, sans perdre de temps en politesse. Elle ouvrit le dossier et pointa plusieurs articles marqués au surligneur. Le loyer est trop élevé pour une personne seule. Damien ne peut pas m'aider financièrement en ce moment. Tout son argent part dans son appartement à Saint-Étienne et ses voyages ici. Vous avez un travail, ai-je souligné. Et vous vivez chez vos parents,
sans payer de loyer. Où va votre argent? Elle rougit légèrement. J'ai certaines obligations. Des prêts, des assurances. Je comprends, ai-je hoché la tête. Restaurant cher, vêtements de marque, institut de beauté. Les besoins habituels des gens inhabituels. Olivia pinça les lèvres, se souvenant clairement de notre conversation précédente. Je suis prête à payer le montant que vous avez demandé, mais avec un délai de 3 mois. J'ai besoin de temps pour remettre mes finances en ordre. 2 semaines, ai-je répondu. Et avec le paiement du premier mois d'avance. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais croisant mon regard ferme, elle changea d'avis. Très bien, 2 semaines. Et votre droit de visiter la maison à tout moment? Cela viole ma vie privée. La maison est à moi, Olivia, lui ai-je rappelé. J'ai le droit de vérifier ma propriété. Mais d'accord. Je vous préviendrai un jour à l'avance avant ma visite. C'est acceptable? Elle hocha la tête à contre-cœur. Une dernière chose, dit-elle en pointant une clause à la fin du contrat. Il est dit ici que vous pouvez résilier l'accord à tout moment sans explication avec seulement 1 semaine de préavis. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Olivia, ai-je dit calmement. Vous vous en êtes déjà rendu compte, n'est-ce pas? Elle me regarda longuement, les yeux remplis d'un mélange d'indignation et d'un nouveau respect réticent. Vous faites ça pour nous punir, dit-elle finalement. Pour le mariage. Non, ai-je secoué la tête. Je fais ça pour vous donner une leçon. Sur la valeur de la famille, le respect, la gratitude. Sur le fait de ne pas traiter les gens comme des outils pour atteindre vos objectifs. Je n'ai jamais. C'est exactement comme ça que vous m'avez traité, ai-je interrompu. J'étais une nuisance ennuyeuse pour vous, un rappel gênant des origines modestes de Damien. Vous m'avez toléré tant que j'étais utile, à m'occuper de la maison, à aider aux préparatifs du mariage. Et quand vous avez décidé que je n'étais plus nécessaire, vous m'avez chassé sans une seconde pensée pour mes sentiments. Olivia baissa les yeux, incapable de trouver les mots pour argumenter. Je signerai l'accord, dit-elle finalement. Je n'ai pas le choix. Vous avez toujours le choix, ai-je objecté. Vous pouvez déménager, trouver un autre logement. Emménager avec votre mari à Saint-Étienne, pour ce que j'en sais. Dans ce trou perdu, renifla-t-elle. Jamais. Même pas par amour, ai-je demandé avec intérêt. N'est-ce pas ça, le mariage? Être ensemble quoi qu'il arrive. Olivia était silencieuse, et ce silence en disait plus long que n'importe quel mot. Signé ici et ici. J'ai montré les endroits appropriés dans le contrat. Et n'oubliez pas la compte. L'argent doit être transféré sur le compte spécifié d'ici la fin de la semaine. Elle signa les documents machinalement, comme obéissant à l'inévitable. Vous savez, dit-elle en fermant le dossier. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je commence à comprendre pourquoi Damien avait peur de vous décevoir toutes ces années. Peur? J'ai haussé les sourcils de surprise. Oui, a-t-elle hoché la tête. Il disait toujours que vous étiez douce et gentille, mais que derrière cette douceur, il y avait un noyau d'acier. Que vous n'éleviez jamais la voix, mais que vous saviez comment obtenir ce que vous vouliez. Je ne le croyais pas. Je pensais qu'il exagérait. Maintenant, je vois qu'il avait raison. J'ai souri, touché de manière inattendue par cet aveu. Alors, mon fils me connaît mieux que je ne le pensais, après tout. Il vous aime, dit Olivia à contre-cœur. Quoi qu'il arrive. Et je l'aime, ai-je répondu simplement. Quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Nous nous sommes séparés avec une nouvelle et étrange compréhension l'une de l'autre. Pas comme des amis, mais pas non plus comme des ennemis. Plutôt comme 2 femmes qui avaient commencé à voir en l'autre quelque chose de plus que ce qu'elles avaient initialement pensé. Dans les semaines qui suivirent, la situation financière de la jeune famille continua de se détériorer. Je l'appris de diverses sources, de Damien lors de nos rares appels téléphoniques, d'Olivia lorsque je venais inspecter la maison, de connaissances communes. Olivia dut renoncer à beaucoup de ses plaisirs habituels. Elle ne dînait plus dans des restaurants chers, réduisit ses achats et annula même son abonnement mensuel à un spa haut de gamme. Elle essayait de ne pas montrer à quel point ces changements étaient difficiles pour elle, mais je pouvais voir la tension sur son visage et entendre l'irritation dans sa voix. Damien, en revanche, semblait s'épanouir dans l'adversité. Il se jeta à corps perdu dans son travail, essayant de sauver la branche en difficulté. Selon Alain, qui était en contact avec certains employés de l'entreprise,
Mon fils faisait preuve de qualité de meneur et d'un talent de gestionnaire inattendu. Il n'avait pas peur de prendre des décisions difficiles ni de fuir ses responsabilités. Mais la tension montait au sein du couple. Leurs rares rencontres du week-end se terminaient de plus en plus par des disputes. Olivia accusait Damien de la laisser seule face aux problèmes. Damien reprochait à sa femme son égoïsme et son manque de volonté à le soutenir dans les moments difficiles. Un jour, j'ai été témoin involontaire de leur dispute. J'étais venu vérifier la maison, ayant prévenu Olivia un jour à l'avance comme promis. C'était un samedi soir, et Damien était arrivé de Saint-Étienne pour le week-end. Ils ne m'ont pas entendu entrer, absorbé par une discussion animée dans la cuisine. « Tu ne comprends tout simplement pas », criait Olivia. « Je ne peux plus vivre comme ça. Le loyer, les inspections constantes de ta mère, ne pas avoir d'argent pour les choses les plus élémentaires. » Les choses élémentaires. La voix de Damien semblait fatiguée et irritée. « Tu considères une manucure à 80 € comme une nécessité de base ? Ne déforme pas mes propos, rétorqua-t-elle. Tu sais très bien ce que je veux dire. On ne peut même plus manger dans un restaurant décent. On ne peut pas partir en vacances. Je ne peux pas m'acheter une nouvelle robe pour la fête du bureau. Nous n'avons pas l'argent, Olivia, dit fermement Damien. Je travaille d'arrache-pied pour essayer de sauver la succursale. Tu pourrais faire preuve d'un peu de compréhension. De la compréhension. Sa voix monta jusqu'à un cri perçant. Je fais preuve de compréhension depuis 3 mois. Je vis comme une mendiante depuis 3 mois pendant que tu joues les héros à Saint-Étienne. Je ne joue pas les héros, dit-il, sa voix maintenant teintée de colère. J'essaie de sauver ma carrière. J'essaie de subvenir à nos besoins. Tu fais un excellent travail, s'exclama sarcastiquement Olivia. Tellement bon que je dois emprunter de l'argent à mes parents pour payer le loyer de ta mère. Tu pourrais emménager avec moi, lui rappela Damien. Alors nous n'aurions pas à payer pour 2 logements. Dans ce trou perdu ? Pas question, lança Olivia. J'ai un travail ici, des amis, des parents. Tu as un mari, dit doucement Damien. Ou est-ce que ça n'a plus d'importance ? Il y eut une pause. Je me figeai dans le couloir, ne sachant pas si je devais entrer ou partir. Je ne sais pas, Damien. La voix d'Olivia semblait étonnamment calme et incertaine. Je ne sais plus ce qui est important pour moi en ce moment. Je sais juste que je ne peux plus vivre comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? La voix de Damien semblait alarmée. Mes parents ont proposé de nous payer un appartement séparé, dit Olivia après une pause. Un bel appartement dans un quartier décent. Sans ta mère, sans ces inspections humiliantes, sans ce loyer draconien. Et qu'as-tu dit ? J'ai dit que j'allais y réfléchir. Sa voix se raffermit. Et j'y réfléchis vraiment, Damien. Peut-être devrions-nous repartir de zéro, sans l'ingérence de ta mère. Ma mère n'a rien à voir avec ça, objecta Damien. C'est une question qui nous concerne, Olivia. Ce que nous voulons de la vie, du mariage, l'un de l'autre. Tu es sérieux ? Elle rit amèrement. Ta mère a ruiné nos vies. Elle nous a pris notre maison. Elle a organisé ta mutation. Elle n'a rien ruiné, l'interrompit Damien. Elle a juste montré à quel point notre monde parfait était fragile. Comme un château de cartes qui s'est effondré au premier coup de vent. Je quittai doucement la maison, ne voulant plus écouter. Mais les mots de mon fils résonnèrent dans ma tête tout le chemin du retour. Comme un château de cartes qui s'est effondré au premier coup de vent. Il avait compris. Il avait compris la leçon que j'essayais d'enseigner. Leur relation, leur bien-être, leur vie parfaite. Tout était construit sur une base fragile de prospérité superficielle, de relations sociales et de valeurs matérielles, sans sentiment réel, sans respect mutuel, sans volonté de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Et maintenant, leur château de cartes commençait à s'effondrer. Olivia, habituée au confort et à la vie facile, ne pouvait pas supporter l'épreuve des difficultés. Damien, en revanche, découvrait de nouvelles forces et qualités en lui-même. Il changeait, mûrissait, devenait l'homme que j'avais toujours voulu qu'il soit. Mais son mariage s'effondrait. Et bien que cela fasse partie de mon plan, j'ai soudain ressenti un pincement de conscience. Peut-être étais-je allé trop loin. Peut-être la leçon était-elle trop dure. Mais je me suis souvenu du mariage, de l'humiliant « sortez » et du consentement silencieux de mon fils. Non, la leçon était nécessaire. Et si leur mariage ne pouvait pas résister à cette épreuve, alors il était condamné dès le départ.
Je suis retournée à mon appartement silencieux, j'ai préparé un thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le ciel du soir. Quelque part là-bas, dans une autre partie de la ville, mon fils et sa femme décidaient du sort de leur mariage. Et tout ce que je pouvais faire, c'était observer de loin, sans m'impliquer directement, mais sachant que chaque décision qu'ils prenaient était le résultat de la chaîne d'événements que j'avais mise en branle. La semaine suivante, Damien m'a appelé lui-même, pour la première fois depuis longtemps. « Maman », sa voix semblait fatiguée mais déterminée. « Il faut qu'on parle. » « J'écoute », ai-je répondu, en essayant de garder une voix neutre. « Pas au téléphone. Je viens ce week-end. Je peux passer samedi ? » « Bien sûr, Damien. Je t'attendrai. » Samedi, il arriva pile à l'heure, à 14 heures. J'ai remarqué qu'il avait maigri et avait des cernes sous les yeux, mais son regard était plus ferme, plus confiant. Il ne ressemblait plus au garçon confus qu'il était il y a quelques mois à peine. « Un thé, un café ?» ai-je offert en le faisant entrer dans le salon. « Non merci », dit-il en s'asseyant sur le canapé et en allant droit au but. « Maman, Olivia et moi, on se sépare. » J'ai hoché la tête en silence, sans montrer de surprise. Une partie de moi s'y attendait, mais une autre espérait encore qu'ils trouveraient un moyen de surmonter leurs difficultés. A-t-elle demandé le divorce ? Ai-je demandé calmement. Non, nous avons juste décidé de vivre séparément pour l'instant. Elle emménage dans un appartement payé par ses parents, dit Damien. Mais je ne vois pas d'avenir pour notre mariage. Pourquoi ? Je voulais vraiment comprendre son point de vue. Parce que nous voulons des choses différentes, répondit-il simplement. Olivia veut le confort, le statut, une vie insouciante. Et moi, j'ai réalisé que le respect de soi, l'accomplissement et le dépassement des difficultés sont plus importants pour moi. J'ai hoché la tête, incapable de cacher ma fierté. Tu as changé, Damien. Oui, sourit-il sombrement. Grâce à toi. Je ne t'ai pas demandé d'épouser Olivia, ai-je souligné. Et je ne lui ai pas demandé de m'insulter à ton mariage. Je sais, dit-il en baissant les yeux. Et je ne me pardonnerai jamais de l'avoir laissé faire, de ne pas t'avoir défendu. Nous sommes restés silencieux un moment. Je voyais à quel point cette conversation était difficile pour lui, mais je savais qu'elle était nécessaire. Tu avais tout prévu, n'est-ce pas ? A-t-il finalement demandé. La maison, la mutation, les difficultés financières. Tout ça pour me donner une leçon. Oui, je n'ai pas nié l'évidence. Tu devais comprendre le prix de ton choix, le prix de la trahison. C'était cruel, dit-il sans reproche, constatant simplement un fait. La vie est cruelle, Damien, ai-je répondu. Surtout avec ceux qui pensent pouvoir tout obtenir sans rien donner en retour. Il a hoché la tête, acceptant mes paroles. Tu sais, j'étais en colère contre toi. Très en colère. Je pensais que tu te vengeais de moi, que tu me détestais. Je n'arrêterai jamais de t'aimer, ai-je dit doucement. Mais l'amour ne signifie pas l'acceptation inconditionnelle de toutes tes actions. Parfois, l'amour signifie être stricte, exigeante, même dure. Comme papa, sourit Damien de manière inattendue. Il était toujours plus strict avec moi que toi. Il exigeait plus et ne me laissait pas me relâcher. Je lui en ai souvent voulu pour ça. Maintenant, je comprends qu'il voulait juste faire de moi un homme. C'est exact. J'ai souri aussi, en me souvenant d'Hervé. Il serait fier de toi maintenant. Pas à cause du divorce, bien sûr, mais à cause de la façon dont tu gères les difficultés. Les choses s'améliorent à Saint-Étienne, dit Damien avec une pointe de fierté. Nous atteignons déjà l'équilibre. Si ça continue comme ça, la succursale commencera à faire des bénéfices dans 6 mois. Je sais, ai-je hoché la tête. Monsieur Poirier est très satisfait de ton travail. Damien me regarda avec méfiance. Comment le sais-tu ? J'ai mes sources. J'ai souri mystérieusement. Disons que Poirier et moi avons une relation d'affaires. Alors, la mutation à Saint-Étienne, c'était vraiment ton idée. Il secoua la tête, ne croyant toujours pas tout à fait à mes capacités. Disons que je l'ai suggéré et que Poirier a accepté, ai-je précisé. Il avait ses raisons. Damien me regarda avec une nouvelle expression. Un mélange de surprise, de respect et d'une légère crainte. Je ne t'ai jamais vraiment connu, n'est-ce pas ? Dit-il doucement. Toutes ces années, je n'ai vu que ce que tu me laissais voir. Une mère calme et obéissante, prête à tout pour son fils. Tu as vu ce que tu voulais voir, les jeux corrigés. Ce qui était pratique à voir.
Tu avais besoin d'une mère simple et compréhensible dont tu pouvais être fier devant tes amis de bonne famille, mais que tu n'aurais pas honte de mettre de côté quand elle devenait gênante. Il tressaillit à la franchise de mes paroles, mais n'a pas discuté. Tu as raison, a-t-il admis. Je t'ai utilisé. J'ai pris ton amour et tes soins pour acquis, sans penser à tes sentiments, à ta vie. Et maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, je te vois différemment, répondit-il sincèrement. Comme une femme forte et intelligente qui mérite le respect et la gratitude. Comme une personne, pas seulement comme une mère. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Pour la première fois depuis de nombreuses années, mon fils me voyait pour ce que j'étais vraiment et m'acceptait pour qui j'étais. Que vas-tu faire maintenant? Ai-je demandé, changeant de sujet. Je vais rester à Saint-Étienne, répondit-il sans hésitation. Là-bas, j'ai une chance de faire mes preuves, de construire une carrière sur mes propres mérites, pas sur les relations d'Olivia ou de son père. Et ta vie personnelle? Il haussa les épaules. Il est trop tôt pour y penser. D'abord, je dois régler le divorce et me remettre sur pied financièrement, et puis on verra. J'ai hoché la tête, respectant sa décision. Et encore une chose, maman, ajouta-t-il en me regardant droit dans les yeux. Je veux te demander pardon. Pour le mariage, pour avoir laissé Olivia t'insulter, pour avoir eu honte de toi toutes ces années. Je n'ai aucune excuse. Je te pardonne, Damien, ai-je dit simplement. Mais n'oublie pas cette leçon. N'oublie jamais que la vraie valeur d'une personne n'est pas déterminée par son statut ou sa richesse, mais par son caractère, ses actions, sa capacité à aimer et à respecter les autres. Il s'est approché et m'a serré fort dans ses bras, sincèrement, comme il ne l'avait pas fait depuis de nombreuses années. Et dans cette étreinte, il y avait plus de compréhension et de proximité que dans toutes nos conversations des dernières années. Quand il est parti, je suis restée longtemps assise près de la fenêtre, pensant à quel point tout cela était étrange. J'avais commencé ce plan avec de la douleur et du ressentiment dans le cœur, voulant donner une leçon à mon fils ingrat et à sa femme arrogante. Et j'ai abouti à une nouvelle et plus profonde compréhension et un respect mutuel entre nous. Leur château de cartes s'était effondré, tout comme je l'avais prévu. Mais de ces ruines, quelque chose de nouveau commençait à pousser. Quelque chose de plus fort, de plus réel. Pas un mariage parfait de magazine sur papier glacé, mais une relation sincère et honnête entre une mère et son fils, basée sur le respect mutuel et la compréhension. Damien commençait à comprendre son erreur, à voir où il s'était trompé. Mais sa fierté l'empêchait encore d'admettre pleinement sa culpabilité, de dire ouvertement « J'ai eu tort sur toute la ligne. Je t'ai trahi pour un statut social et l'approbation d'étrangers. » Il avait besoin de temps pour arriver à cette prise de conscience par lui-même. Tout ce que je pouvais faire, c'était observer de loin, lui donnant l'espace pour grandir et changer. La leçon avait été donnée. Les graines avaient été semées. Il ne restait plus qu'à attendre et voir quels fruits elles porteraient.